Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo de ce sujet passionnant qu'est la confiance. Parce que je crois que quand nous allons sortir du confinement, quand nous allons nous retrousser les manches pour reconstruire ce qui a été endommagé et probablement, comme je l'ai déjà dit, sur de nouvelles bases, eh bien nous aurons beaucoup besoin de confiance les uns envers les autres, les individus envers les organisations et cela à tous les niveaux de la société. C'est un sujet qui a été beaucoup étudié, et notamment il a fait l'objet de publications de la part d'un chercheur qui s'appelle Paul Zak. Son article s'appelle Neurosciences de la confiance et vous pouvez le retrouver gratuitement si vous explorez sur le net. Et en fait, Zak a fait des études longitudinales de cohortes sur la confiance et il a mis à jour des choses tout à fait passionnantes. Alors pourquoi il a appelé son article Neurosciences de la confiance? Parce qu'il y a une dimension biologique en réalité dans la confiance. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en confiance, vous sécrétez une hormone et cette hormone, c'est l'ocytocine. On dit que c'est l'hormone du lien, c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone que sécrètent maman et bébé quand ils se regardent pour la première fois. C'est très beau. Et je pense que ça marche aussi avec papa, bien que je n'ai jamais rien lu à ce sujet. Et ce qui est extraordinaire avec l'ocytocine, c'est que quand je suis en relation et que mon taux d'ocytocine monte, eh bien de fait, il monte aussi chez mon interlocuteur, ce qui nous permet de générer ça, ce sont nos neurones miroirs. Ça veut dire que quand je suis en confiance, je génère aussi de la confiance chez mon interlocuteur. La confiance génère la confiance. L'inverse est vrai. C'est-à-dire que si mon taux d'ocytocine s'effondre, il s'effondre aussi chez mon interlocuteur et la défiance génère la défiance. Ça veut dire que vous pouvez soit générer un cercle vertueux de la confiance, soit générer un cercle vicieux de la défiance. On l'observe dans les équipes où à partir du moment où chacun est sur ses gardes et que le climat de défiance commence à s'instaurer, ça peut devenir absolument catastrophique. Ce que Zach montre aussi avec des études, des protocoles d'expérience bien spécifiques que vous pouvez retrouver dans ses écrits, c'est que plus je fais confiance à autrui et plus il se montre digne de confiance. C'est incroyable, hein, c'est contre-intuitif et en même temps, si on veut bien se donner la peine, on l'observe. C'est-à-dire que je suis souvent frappée quand je vais en déplacement professionnel à Paris, j'observe ce qui se passe pour les personnes aveugles dans le métro. Comment elles sont obligées de faire confiance? Comment elles présupposent que l'autre va être bienveillant? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on présuppose que l'autre est bienveillant, eh bien l'autre est bienveillant. Hein. Plus je fais confiance à autrui et plus il se montre digne de confiance. L'inverse est vrai. Moins je fais confiance et moins l'autre se montre digne de confiance. Et ça, on le voit également dans les équipes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le manager bascule dans le surcontrôle, le micromanagement, il va y avoir de plus en plus de déresponsabilisation et de plus en plus d'erreurs de fait. Donc, nous avons intérêt à bâtir un climat de confiance pour la raison que la confiance génère la confiance, mais aussi parce que Zach a très bien démontré qu'il y a vraiment une corrélation forte entre le climat de confiance d'une équipe et les performances de l'équipe, l'atteinte des résultats par l'équipe. Et il a observé 8 comportements managériaux générateurs de confiance. Alors, on va se faire plaisir, on va les passer en revue. Le premier comportement managérial générateur de confiance, c'est de mettre son attention sur ce qui va bien, qui n'est pas ce que nous faisons spontanément. C'est-à-dire que, et en plus, je pense que dans notre culture française, nous avons une propension particulière à mettre notre attention sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas là, qui est de toute façon un biais cognitif humain bien identifié, qui est le biais cognitif de pensée déficitaire, c'est-à-dire que nous voyons ce qui ne va pas, et c'est ce dont nous parlons. C'est ce dont nous parlons à nos équipes, c'est ce dont nous parlons à nos collaborateurs. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas obtenu comme résultat? Et à vrai dire, on a appris ça à l'école. Si vous avez vécu la même expérience que moi, quand j'étais écolière ou quand ma fille était écolière, quand l'institutrice corrigeait une dictée, elle soulignait en rouge tout ce qui n'allait pas. Je n'en ai jamais vu une qui soulignait en vert tous les accords du participe passé qui avaient été bien faits. Donc nous avons été éduqués comme ça. Et il faut changer de regard. Il faut mettre son regard sur ce qui va et le dire et célébrer les succès. Parce que quand vous célébrez les succès en équipe,
quand vous partagez les réussites, eh bien, vous libérez l'énergie pour pouvoir s'impliquer dans d'autres projets. Donc, c'est majeur. Un autre comportement générateur de confiance, c'est de donner des défis stimulants. J'ai déjà parlé de ça également. Nous avons besoin d'exercer nos compétences, d'exercer toutes nos compétences et de développer nos compétences. Nous avons besoin de stimulation. Pour ça, il va s'agir de la part du manager, de la part de l'enseignant, de la part du dirigeant, de monter la barre d'un cran. C'est-à-dire que quand nous sommes dans notre zone de confort, parce que je suis dans mon poste depuis un certain nombre d'années, peut-être 2 ans, peut-être 5 ans, je maîtrise ce que j'ai à faire. Le pire qui puisse m'arriver, c'est que je vais finir par m'ennuyer. Si mon manager me monte la barre d'un cran ou mon enseignant me monte la barre d'un cran, les étudiants savent ça très bien, je vais sortir de ma zone de confort pour rentrer dans ma zone de développement. Et là, potentiellement, je vais ressentir ce que Mihaly Csikszentmihalyi a appelé le flow, qu'on ne saurait pas très bien traduire en français, disons le flux, mais enfin, on va plutôt avoir tendance à garder le mot anglais, le flow, qui est la zone de bien-être optimal. Alors, quand je dis monter la barre d'un cran, attention, c'est un cran. Parce que si vous mettez la barre trop haut, que vous propulsez la personne dans une zone où elle sent qu'elle a complètement perdu la maîtrise, alors là, vous provoquez de la panique. On n'est plus dans la zone de développement, on est dans la zone de panique. Et là, au contraire, ça fige, ça inhibe, on n'apprend plus rien. Hein. Donc, c'est vraiment faire avancer, mais faire avancer un défi stimulant et réalisable. Ensuite, vous avez donné le pouvoir de décider. Dans les organisations humaines qui en sont au niveau le plus abouti de maturité relationnelle, de maturité organisationnelle, on dit c'est celui qui fait qui sait. Quand vous voyez ce qui se passe dans les entreprises dites libérées, que par exemple Isaac Getz a très bien décrit dans son livre Liberté et compagnie, eh bien, quand il s'agit de savoir comment améliorer la production sur une chaîne, c'est aux ouvriers qu'on s'adresse. Hein. Et non pas, avec tout le respect que j'ai pour leur métier, aux contrôleurs de gestion qui vont multiplier les tableaux de bord. Voilà, c'est ce qui s'est passé chez Favi, c'est ce qui s'est passé chez Michelin, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises qui entament cette démarche qu'il va falloir vraiment continuer, amplifier et généraliser de développement de l'intelligence collective. C'est celui qui fait qui sait. S'il faut améliorer le rendement sur une chaîne de production, c'est aux ouvriers qu'il faut s'adresser. Ensuite, vous avez favorisé le job crafting. Alors là, c'est pas forcément possible dans toutes les entreprises, mais peu importe. Vous faites ce qui est possible dans votre contexte en fonction de vos objectifs. Dans la mesure du possible, c'est donner la possibilité aux gens de créer leur poste sur mesure. Alors, dans certaines entreprises, j'ai vu ça par exemple dans des agences de Pôle emploi qui sont à un haut niveau de maturité organisationnelle, hein, ce qui n'est pas le cas dans toute l'entreprise, mais à certains endroits de l'entreprise, eh bien, les personnes effectivement décident de leur emploi du temps, de leur organisation de travail, et y compris peuvent, dans une certaine mesure, décider de ce qu'il y a dans leur fiche de poste. Donc ça, c'est favoriser le job crafting. Ça peut être sur le contenu du travail, mais ça peut être sur l'environnement de travail. Hein. Il y a beaucoup de possibilités de personnaliser son poste. Ensuite, un comportement managérial générateur de confiance, c'est de partager les informations. Avant, dans les écoles de management, moi, quand j'étais étudiante, c'est un temps lointain, bien évidemment, mais enfin, on disait, c'est détenir le savoir, c'est de détenir le pouvoir. Comment vous dire? Les temps ont changé. Google est passé par là. Je vous raconte une anecdote à ce sujet parce que c'est édifiant. Je donne des cours, j'ai donné des cours en école de commerce à des étudiants qui ont 20 ans. Et quand je leur dis quelque chose, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont vérifier sur Google si je dis pas une bêtise. Mais ils n'attendent pas d'être sortis de la salle pour aller vérifier. Ils le font sous mon nez.
Et voyez-vous, parfois, je dis des bêtises. Et donc, si je tire ma légitimité du savoir que je détiens, je suis morte. Google a gagné la bataille. Google est plus fort que moi. Il en sait plus que moi. Ça y est, c'est terminé. C'est pas de là que je tire ma légitimité. C'est qu'est-ce que je fais de la critique? Qu'est-ce que je fais de la contestation? Qu'est-ce que je fais du conflit? Qu'est-ce que je fais de la divergence de vue? C'est une question de posture. Et là, j'ai une longueur d'avance. Mais sur les informations, bien évidemment qu'il faut les partager parce que ça rend les personnes autonomes. Et quoi qu'il en soit, si vous ne diffusez pas l'information, dites-vous bien qu'à un moment donné, ils finiront par l'avoir. Et peut-être que c'est mieux qu'ils l'aient par vous. Hein. Donc, partagez largement les informations. Alors là aussi, on met le curseur où on veut en fonction de la culture de l'entreprise et en fonction de son contexte. Certaines entreprises ont des cultures extrêmement transparentes, d'autres moins. Mais à votre niveau, dans votre périmètre, vous n'avez pas besoin de demander des validations pour partager les informations dont vos collaborateurs ont besoin pour se déterminer, pour faire les meilleurs choix. Bâtir intentionnellement des relations, j'ai beaucoup parlé de ça dans toutes mes vidéos parce que nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin d'avoir un climat relationnel sain, d'avoir un climat relationnel solide, d'avoir un climat relationnel riche pour nous sentir en confiance et pour nous développer. Donc tout ce que vous pouvez faire en tant qu'enseignant, en tant que responsable d'équipe, en tant que dirigeant, pour que les gens se connaissent, pour que des liens se développent, est bon à prendre pour un climat de confiance dans l'équipe. Ça veut dire que tout ce qui est relations conviviales, tout ce qui est relations informelles, est d'une grande richesse pour les liens sociaux dans le groupe. Il faut y mettre une attention particulière quand on travaille à distance parce que je remarque que quand on a des réunions à distance, elles peuvent être effectivement très productives. Elles durent 1 heure. On est connecté de 10 heures à 11 heures du matin. Et de 10 heures à 11 heures du matin, potentiellement, on produit. Et puis, on enchaîne sur une autre réunion, puis une autre réunion, puis une autre réunion. Et on perd ce temps d'échange informel qu'on a quand on est en face à face avec les gens, où on va discuter de la pluie et du beau temps, où des choses, du small talk va se faire autour d'une tasse de café. Et ceci importe en réalité. Hein. Nous en avons absolument besoin. Donc, quand on travaille à distance, je crois qu'il faut réintroduire de manière consciente et de manière intentionnelle ce genre d'échange informel dans les relations. Favoriser le développement personnel parce que vous verrez que quand les membres d'une équipe ou d'un groupe humain grandissent sur un plan personnel, se développent sur un plan personnel, et ben, ils développent aussi un appétit pour le faire. Donc il va falloir bâtir des formations qui ont pour but de développer ce qu'on appelle les soft skills, les compétences relationnelles. Il va falloir penser à faire du mentorat, il va falloir penser à faire du tutorat, il va falloir penser à faire du coaching, parce que plus les gens se développent et plus ils ont un appétit de développement. Et le dernier comportement qui est, on va dire, un de mes préférés, c'est montrer de l'humilité. Ça aussi, c'est contre-intuitif, peut-être particulièrement pour nous, Français, qui avons une grande habitude culturelle et historique du leader charismatique. En réalité, pour instaurer un climat de confiance, il convient d'adopter ce qu'on appelle en coaching une posture basse, c'est-à-dire, c'est pas le fait de se ratatiner devant autrui, hein, c'est pas le fait de se rabaisser, mais c'est de, regarder chacun, à hauteur d'homme, tout simplement, et de considérer que, chacun a de la valeur, hein. C'est vraiment une position, de bienveillance inconditionnelle, de respect inconditionnel, de confiance inconditionnelle. Et je pourrais vous raconter des anecdotes à ce sujet. Plus vous allez faire preuve d'humilité et plus vous allez susciter l'émergence dans les équipes de l'intelligence collective. À un moment donné, le modèle dans lequel
une personne détenait suffisamment de savoir et avait suffisamment d'intelligence dans son cerveau pour décider à la place de milliers d'autres, de dizaines de milliers d'autres, je crois que ce modèle est dépassé et que nous avons besoin de bâtir la confiance pour fonctionner ensemble en intelligence collective. Prenez soin de vous.